Mesdames, Messieurs, nous voici de retour sur ce plateau d'échange. Nous évoquons le thème de la corruption en temps de crise et surtout en cette crise de coronavirus. Monsieur B, est-ce que la promulgation de l'état d'urgence pour faire face à la crise sanitaire et maintenir la sécurité publique peut-il être aussi un facteur de risque de la corruption? Oui, madame, comme je vous le disais, c'est que l'état d'urgence entraîne la prise des mesures d'exception. Et notamment le fait qu'on n'est pas obligé de respecter la totalité des procédures, le fait d'agir par ordonnance et de limiter, par exemple, les procédures de passation des marchés. Donc, et généralement, comme je l'ai dit, dans cette période, comme c'est une période d'exception, c'est que les procédures ne sont pas respectées. Les procédures en place. Parce que si vous prenez par exemple la plupart des pays africains, chaque pays a par exemple des lois relatives à la commande publique, c'est-à-dire à la passation des marchés. On a établi des procédures. Le respect, par exemple, il faut parfois 45 jours avant de réceptionner une commande. Il faut passer par les appels d'offres publics, nationaux ou internationaux avant de faire les sélections. Mais ces procédures-là sont tellement longues et quand les gens meurent, on ne peut pas les respecter, on est obligé de les raccourcir. Et quand plus on raccourcit les procédures, plus on ouvre les portes pour avoir des actes de corruption. Voilà pourquoi ce qui est encouragé, si vous prenez la directive de l'ONUDC pour la gestion des temps de pandémie qui a été récemment publiée, on demande aux États de prendre des mesures efficaces de contrôle interne, les mesures d'audit, de contrôle à double degré. Ça veut dire que, par exemple, si le comité en charge de la pandémie a pris des décisions, il faut rapidement à côté un autre comité à un niveau plus élevé qui vérifie la conformité de ces décisions, qui les confronte et qui les approuve. Et il faut mettre en place surtout des systèmes digitalisés. Il faut qu'on ait des systèmes digitalisés. Par exemple, de commande. Pour faire quoi? Vous voyez la commande, par exemple, publique, on doit la digitaliser. Ça veut dire que c'est une plateforme dans laquelle on envoie toutes les procédures et qu'on passe les contrats. Donc, tout le monde peut vérifier. Dans le système administratif, ça veut dire que le comité décide, par exemple, l'exécutif a ça, d'autres ministres ont accès aux décisions qui sont prises, les sociétés qui sont sélectionnées, les procédures avec lesquelles on les a sélectionnées, tout doit être dans ce système digitalisé selon la transparence. Pour accroître la transparence. Et c'est ce que l'ONUDC a réclamé. Ensuite, ce qu'il faut ajouter, madame, c'est l'article 5.3, 5 alinéa 3 de la Convention cadre des Nations Unies qui demande que les États mettent en place des systèmes d'évaluation périodique des mesures qui sont prises. Ça veut dire qu'on a pris des mesures pour la gestion de la pandémie, pour les achats, pour la récupération des achats. Il faut les évaluer périodiquement pour voir... Avant de proroger l'état d'urgence, par exemple. Pas forcément l'état d'urgence, mais les procédures. Les procédures en place pour la sélection des bénéficiaires, de ceux-là qui vont nous livrer les médicaments, les médicaments et les équipements de protection. Il faut évaluer pour voir si les procédures ont marché. Est-ce que cela n'a pas engendré, par exemple, des surcoûts? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont livrés à des procédures pour livrer unilatéralement des produits plus chers qu'il ne le fallait? Est-ce qu'il faut encore d'autres procédures? Il faut faire une évaluation. C'est-à-dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Non, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut vraiment mettre en place des systèmes à double degré de vérification. Il faut aussi, l'ONUDC demande qu'il y ait des procédures de participation du public. Il va falloir que des mesures prises soient publiées, les contrats soient publiés pour que les citoyens puissent voir ces contrats et que les citoyens puissent vérifier si, n'est-ce pas, les mesures prises là, si les contrats là effectivement eu lieu, parce qu'on a des pays où les contrats ont été censés effectués, mais les commandes n'ont jamais été livrées. Ce qui suppose que la société civile a une place importante. Oui, la société civile a une place importante pour garantir dans le suivi et l'évaluation. Dans le suivi et l'évaluation, pour garantir la transparence. Mais ce qui a fait beaucoup de défauts dans la plupart des pays,
c'est que la société civile n'a pas été vraiment inclue dans les processus de prise des décisions liées à la gestion de la pandémie. Et ça, est-ce qu'elle ne peut pas le réclamer? Réclamer comment? Vous savez, quand on est en temps de crise, chacun essaie de jouer à sa partition en ne remettant pas en cause les principes, parce qu'on se dit que c'est la santé publique, les gens sont en danger, il y a des gens qui meurent, donc chaque partie prenant, incluant la société civile, chacun contribue pour que les décisions prises soient mises en œuvre. Donc, ce n'est pas les temps de réclamation. Après, on pourra réclamer c'est des temps où, comme on le dit en France, d'union sacrée. C'est les temps d'union sacrée où chacun se maîtrise et chacun contribue pour que les décisions prises puissent avancer pour le bonheur du citoyen. Ce qui n'est pas toujours évident. Oui, maintenant, le fait de cette union sacrée ne veut pas dire forcément qu'on est à 100% d'accord. Mais je pense, pour vous dire la vérité, que quand vous faites une bonne lecture de la littérature, les gens ont apprécié beaucoup de mesures qui ont été prises au niveau du Togo et qui ne sont pas ailleurs. Par exemple, la mesure Novici. Parce que dans une recommandation... Des fonds alloués aux personnes vulnérables en temps de crise. Parce que dans une recommandation de l'ONUDC, on demande aux États de digitaliser, de trouver des mesures technologiques pour que les fonds alloués puissent aller directement entre les mains des bénéficiaires. Parce que le fait que l'argent passe entre les mains de plusieurs personnes, chacun prend sa part. Et en fin de compte, l'argent n'arrive pas à destination. Donc au niveau du Togo, on a réussi. La plupart des fonds sont allés entre les mains des destinataires qui ont reçu. Je pense que ça, il faut féliciter le gouvernement. Bon, dans certains pays aussi, c'est l'efficacité des mesures anti-Covid, les équipements acquis. Bon, au niveau du Togo, les gens ont beaucoup apprécié aussi les efforts qui ont été réalisés au niveau de l'aéroport, les équipements, la technologie mise en place. Je pense qu'à ce niveau, il faut féliciter les autorités togolaises. Bon, maintenant, vous avez fait un audit oui, maintenant, ce n'est pas à nous de faire l'audit. Je pense qu'il faut quand même reconnaître que le président de la République avait affirmé, lorsqu'il avait reçu un expert anticorruption, qui avait été un vice-président de Transparency International, un Camerounais, un avocat, il avait reçu récemment, et l'avocat avait publié que le président avait réaffirmé son engagement à lutter contre la corruption, incluant les temps de Covid. Donc, nous faisons foi à la déclaration de notre chef de l'État en s'assurant qu'il y aura des audits réguliers, des contrôles de vérification. Lorsqu'on fait une commande, à la réception, il faut mettre en place un comité multipartite. Et ça, nous avons vu ça à la télé, à la réception des équipements. On a vu le ministre des Finances, on a vu, en temps, c'était le ministre en charge des Affaires présidentielles qui était là, M. Soltoki, et plusieurs autres personnes, ministère, sécurité, qui étaient là. Il faut un comité qui réceptionne, qui vérifie la conformité de la commande et qui voit aussi l'assurance qualité, s'assurer que les produits qui ont été commandés, c'est ça qui a été reçu. Et maintenant, après, il faut un rapport d'audit disponible pour qu'on s'assure que la gestion des fonds a été faite de manière transparente. Ça, c'est une recommandation de l'ONUDC pour tous les États. Parce que vous savez, 25%, l'ONUDC a dit dans un rapport que 25% des fonds investis dans le monde, dans le domaine de la marché publique, sont passés entre les mains des agents corrompus. Donc, quand vous prenez 25% des fonds d'un budget de l'État, c'est énorme. Des gens qui s'enrichissent sur le... Voilà. Donc, voilà pourquoi les États devraient prendre des mesures de précaution pour mettre en place des systèmes. Ces genres de désastres. Pour éviter, voilà. Monsieur, et après la crise, il faut aussi rendre compte. Hein. Voilà. Un des éléments importants, c'est pour cela que c'est après la crise que les scandales viendront toujours. Quand vous prenez le temps d'Ebola, c'est après, c'est un an après, qu'il y a eu des audits qu'on a vu que non, vraiment, il y avait 6 millions de dollars détournés. Parce qu'après... Et ces personnes-là, elles ont été retrouvées et traduites devant la justice ou quoi? Oui, elles sont là, donc je crois que... pas.
Non, je crois qu'au niveau de la Sierra Leone, en temps, il y avait une action, mais je n'ai pas vu parce qu'après la publication de ce rapport, il y avait une action en justice pour que ces gens-là répondent. Mais je crois qu'il faut vraiment que les États africains, après la gestion de la pandémie, après la crise, il faut mettre en place des systèmes d'audit. Il faut que s'il y a des gens qui ont détourné, qu'ils rendent compte. Il faut que ces gens-là rendent compte de la gestion. C'est une question de transparence et de responsabilité. Et c'est pour cela que nous avions publié au niveau de Transparency International très tôt les directives que les États devaient suivre pour que la gestion, n'est-ce pas, des fonds soit rigoureuse et conforme à l'article 9 de la Convention cadre des Nations Unies contre la corruption. Monsieur Ebe, est-ce que la corruption est le seul mal qui freine le développement en Afrique? Bon, disons que c'est l'un des grands mots. C'est l'un des grands. Parce que vous savez, la corruption, elle est transversale. Si nous prenons la corruption au niveau du secteur de la santé, on ne peut pas atteindre les objectifs de développement durable de l'ODD 3, qui est l'ODD relatif au domaine de la santé, si la corruption n'est pas combattue. Et si vous voyez aujourd'hui dans le monde entier, ça a été démontré que la corruption est l'ennemi commun de l'atteinte de tous les objectifs de développement durable, que ce soit dans les secteurs de l'eau et l'assainissement, dans les secteurs de l'économie, dans les secteurs de la santé, de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques. Si les fonds sont détournés, si les espèces sont abattues, il y a des gens qui tuent, les éléphants enlèvent les cornes pour vendre. Si, par exemple, au niveau de la santé, on détourne les fonds, les équipements liés à la santé, si au niveau des marchés publics, pour peut-être construire les routes sont mal construites, un hôpital, les hôpitaux, les écoles, les gens détournent, on ne peut jamais se développer. Et c'est pour cela que nous alertons les États. Les États doivent prendre, c'est un outil de développement, la lutte contre la corruption. Si il n'y a pas des efforts qui se font de par... non, je crois que dans beaucoup de pays, les efforts se font. Vous voyez au niveau du Togo, par exemple, on a adopté la loi sur la déclaration du patrimoine. Donc, les agents publics devraient déclarer leur patrimoine bientôt. Et vous savez que la déclaration du patrimoine est prévue à l'article 8.3 de la Convention cadre des Nations Unies contre la corruption. Nous avons une loi, un avant-projet de loi de prévention de la lutte contre la corruption qui est normalement au niveau de la table du secrétaire général du gouvernement. Donc, si cette loi est adoptée, c'est les mesures préventives, les audits, les contrôles à tout degré, tout le processus. Donc, il y a une loi, les mécanismes d'alerte, c'est prévu. Donc, c'est au niveau de la table du secrétaire général du gouvernement. Et vous savez que le Togo, par exemple, a déjà intégré toutes les dispositions pénales relatives à la corruption dans notre code, dans notre nouveau code pénal de 2015. Donc, vous allez voir les détournements des deniers publics, la corruption des agents publics nationaux, la corruption des agents publics internationaux, du secteur privé, tout cela a été intégré. Vous allez voir l'abus de fonction, donc, et les autres, l'enrichissement illicite, la prise illégale d'intérêts, sont des infractions de corruption que le Togo a totalement réglementé et tout est dans notre code pénal. Et quand vous prenez la plupart des pays africains, aujourd'hui, la Convention cadre des Nations Unies contre la corruption, il y a 187 États qui l'ont ratifié, et dont la majorité des pays africains. Donc, ça veut dire qu'il y a un processus. Bon, maintenant, les lois sont là, il faut faire des efforts de mise en œuvre. Des mises en œuvre. Parce que là, parfois, dans certains pays, la réglementation est là, mais il faut la pratique est tout autre. Voilà. Donc, la lutte contre la corruption, c'est un mouvement progressif qui doit toujours se renforcer. Et quand vous voyez les États qui sont en avance, c'est des États qui, chaque jour, augmentent des mesures. La sécurisation
de la gestion des fonds publics. Ils font des mises à jour. Hein? Des mises à jour. Fabrice Ebé, merci d'être passé sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Vous êtes le directeur exécutif de l'ONG ANCE, Alliance nationale pour le consommateur et l'environnement. Vous êtes également le représentant de Transparency International au Togo. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À bientôt pour un nouveau numéro de Échange.